Roi d'une petite île au large de Tartouse en Syrie, au cœur d'un roman qui condense 40 ans d'histoire syrienne. Son auteur, Josette Elahi, est l'invité du Grand Angle. Bonjour Josette Elahi. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau du 64 minutes. Vous êtes historienne, une grande spécialiste du monde phénicien, cette civilisation un peu oubliée qui a rayonné autour de la Méditerranée au départ de ce qui est aujourd'hui le Liban, sur plusieurs siècles, même plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Vous avez été entre autres professeur d'université, notamment à Beyrouth et à Bagdad, chercheuse aussi au CNRS et puis l'auteur d'une trentaine de livres, je crois, dont plusieurs romans. Et le dernier, donc, Arwad, une île syrienne à la dérive, c'est publié aux éditions Glyph. Alors présentez-nous cette petite île d'Arwad. C'est une île de quelques dizaines d'hectares à 3 km au large de la Syrie. Absolument, c'est une île qui a 800 mètres de long et 500 mètres de large, Ouais. et qui est en face de Tartous, Voilà. qui est une ville moderne. On voit sa situation, donc... Une grande base navale russe. Ouais, Tartous, ouais. Voilà, alors que l'île d'Arwad est une île un petit peu hors du temps. Lorsque je l'ai visitée, j'ai eu un coup de cœur parce que il y a des vieilles maisons, il y avait des vieilles maisons, Ouais. je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, des vieilles boutiques, et puis les vestiges phéniciens, Voilà, on parce les que rencontrait à chaque pas. historiquement, c'est une île phénicienne. Absolument, Ouais. absolument. Donc j'ai été enthousiasmée par cela. Comme Là, on en j'ai... voit une photo, l'aérienne. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Comme j'ai vécu 8 ans au Proche-Orient, donc j'ai enseigné à Beyrouth et à Bagdad, comme vous l'avez dit. Je suis allée souvent en Syrie et ça m'a permis de travailler sur Arwad. J'ai d'abord écrit un livre d'histoire en 2015, Arwad, cité phénicienne du Nord, et j'ai eu envie d'écrire un livre sur l'histoire moderne, l'histoire émouvante d'un jeune Syrien. Il n'y a pas de base militaire à Arwad, c'est plutôt des pêcheurs qui vivent là. Voilà, absolument. Mais la base militaire est en face, la grande base russe. Ouais. Et depuis la terrasse de son toit, mon héros, Fares, voit tout ce qui se passe. Voilà. On voit les toits justement là sur ce très beau plan d'Arwad. Alors c'est toujours difficile de résumer un roman sans le trahir. On peut dire que c'est l'histoire d'une famille sur cette île, de la guerre civile aussi en Syrie, et c'est l'histoire intime qui croise en fait la grande histoire. Oui, absolument. C'est un jeune alaouite, donc Fares Othman, qui est allé soutenir une thèse à Damas, à l'université de Damas, une thèse d'histoire sur son île, et qui revient dans son île. Alors là, il a un choc épouvantable puisqu'il trouve toute sa famille massacrée, ses parents, sa femme et son fils. Et il découvre aussi qu'il est un enfant adopté. Ouais. Donc à partir de là, il va consacrer sa vie à la recherche du tueur et à la recherche de ses origines, ses parents biologiques, puisqu'il a perdu ses parents adoptifs. Ouais, Alors, il va les retrouver, mais tout à la fin c'est du livre. Absolument. Et ce sera encore un coup de théâtre qu'on ne va pas révéler. Mais il faut quand même dire qu'on lui a collé l'étiquette de alaouite, Oui. et que donc pro-syrien, Ouais. et qu'en réalité, il n'est pas du tout alaouite. On va le découvrir à la fin. Ouais. Alors, bon, quand il découvre sa famille massacrée, évidemment, c'est épouvantable pour lui. Il manque de se suicider, il tombe dans la paranoïa. Les enquêteurs ne veulent pas enquêter. L'enquête est bloquée. Heureusement, ses amis de toujours. Alors, il y a Elias, le chrétien, qui est pêcheur, et Adnan, qui est cafetier, qui est sunnite, qui le tire de ce mauvais pas. Donc ce sont trois amis, en fait, un chiite, Voilà. supposé chiite, un sunnite et un chrétien qui s'entendent très bien. Ce sont trois amis. Absolument. Ouais. C'est-à-dire, avant le conflit, il y avait une confiance entre les communautés, parce que c'était un État laïque, multiconfessionnel, et même si c'était un État dictatorial, toutes les communautés étaient respectées. Alors, Fares, il n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Fares, il est historien, il est passionné de Phénicie. Il y a quelque chose de lui en vous et de vous en lui? Bon, je ne sais pas. J'essaie de ne pas me projeter dedans. C'est pour ça que je prends un héros masculin, mais il y a toujours un petit peu de l'auteur dans un roman. Alors évidemment, c'est aussi, je disais, cette histoire de la grande histoire syrienne, de ce chaos syrien qui est raconté au fil des pages, et surtout dans la deuxième partie du livre. Qui est responsable, Josette Elahi, de cette atroce guerre? Vous posez d'ailleurs la question dans le livre, que s'est-il passé en Syrie? Qui est responsable du chaos syrien? Voilà, si vous voulez, le peuple ne comprend rien à ce qui se passe. Ils voudraient savoir qui tire les ficelles et pourquoi, dans quel but. Mais tout le monde est manipulé, même les combattants sont manipulés comme des marionnettes. Bon, il y a un affrontement des grandes puissances par l'intermédiaire des groupes armés, ce qu'on appelle la guerre par proxy.
Et bon, Fares est complètement dépassé par les événements qu'il vit. C'est surtout à partir de 2011 que le conflit devient tragique. Et c'est parti d'une bêtise. Ça s'est passé à Deraa, une ville de Syrie du Sud. Ce sont des gosses qui ont écrit des graffitis anti-régime sur les murs de la ville. Donc là, on est au printemps 2011. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tout est parti de là. Ils ont été arrêtés, maltraités. Ensuite, la révolution s'est répandue comme une traînée de poudre. Ce qui veut dire que, sans faire de la géopolitique, Bachar el-Assad, pour vous, c'est le responsable de ce qui s'est passé en Syrie ces 5-6 dernières années? Écoutez, moi, mon problème, c'est que je n'ai pas tous les éléments du dossier. Parce qu'il y a une guerre de propagande absolument effrayante. On nous passe des images et leur contraire, donc on ne sait pas très bien ce qui se passe. Je pense qu'il a une part de responsabilité, évidemment, mais tous les autres groupes qu'on appelle les rebelles, ou qui sont très disparates... Les rebelles, voilà, divisés. Voilà, divisés. À côté d'eux, il y a les djihadistes aussi divisés. Les grandes puissances, tout le monde est un petit peu responsable. Et tout ça, ça se trouve dans votre livre, hein, toutes ces rivalités. Et alors, la Russie est assez présente, elle est probablement la grande puissance la plus présente dans votre livre, puisqu'il y a cette base de Tartous, qui est une base fondamentale pour la Russie. C'est sa seule base, en fait, navale sur la Méditerranée. Il y a aussi l'Atakié, la base navale de l'Atakié, moins importante que Tartous. En fait, la Russie a intérêt à être en Syrie. Hein. Et de toute façon, il y a une collaboration entre la Syrie et la Russie depuis longtemps. Pour des raisons idéologiques, ce sont des États laïques socialistes. Donc il y a eu un traité en 1980, il y avait déjà un traité d'amitié et de collaboration qui avait été signé. Mais la Russie avait intérêt à avoir accès aux mers chaudes. Parce que pour sortir de la mer Noire, il fallait qu'elle soit contrôlée par la Turquie, par le détroit du Bosphore. C'est pour cela qu'elle a établi ses bases en Syrie. Bon, elle a d'autres raisons. Hein. Je crois qu'elle veut aussi défendre les chrétiens orthodoxes qui sont proches de l'église de Moscou et contrer... Ils sont de plus en plus minoritaires en Syrie. Hein, voilà, et qui sont persécutés. Qui sont persécutés, ce qu'ils n'étaient pas avant le conflit. Et elle veut aussi peut-être contrer une attaque éventuelle de l'OTAN. Parce qu'en 2007, il y en avait une qui était prévue, a-t-on dit, qui devait attaquer Damas. Alors, des conséquences de la guerre civile, comme on dit en Syrie, c'est aussi les réfugiés qui arrivent. Et il y a des réfugiés qui arrivent sur l'île d'Arwad. Ils sont vraiment arrivés, il y en a vraiment qui sont arrivés dans la réalité? Oui, absolument. Ça a commencé en 2012. Hein. Les premiers, c'était justement des jeunes alaouites de la même région que la famille Assad, qui étaient des objecteurs de conscience. Ils ne voulaient pas faire la guerre. On retrouve dans votre livre. Voilà, ni dans l'armée. Tout cela, c'est dans mon livre, mais c'est la vérité. Ni dans l'armée régulière, ni dans l'armée syrienne libre. Donc, ils sont arrivés à Arwad, et puis l'île a été assez vite submergée par les immigrés. Et on sent à travers un de ces petits-enfants, un petit gamin réfugié qui a 7 ans, qui a l'âge en fait du fils de Fares qui est mort au même âge. Donc ça devient en fait son petit-fils, parce qu'entre-temps, Fares, évidemment, il a son petit-fils adoptif, puisqu'il a grandi. Et donc ma question en fait, c'est de savoir si ce qui s'est passé, on a l'impression que dans ce pays, le passé se répète, que l'histoire se répète. Voilà, alors absolument. Dans l'Antiquité, l'île d'Arwad, c'était une cité phénicienne, donc sur l'île et dans la région de Tartous, qui était convoitée par les grandes puissances de l'époque. Voilà. Alors à l'époque, c'était les Hittites, les Assyriens, les Égyptiens, les rois d'Amurou. Pourquoi ? Parce que c'était une région qui avait de grandes richesses. À cette époque-là, c'était les forêts, les flottes phéniciennes, les flottes de guerre, et aussi tous les produits que les commerçants ramenaient de la Méditerranée. Alors, donc, les grandes puissances convoitaient cette région. Aujourd'hui, les ressources, elles sont là, mais elles sont différentes. Il y a d'abord l'oléoduc, les oléoducs et les gazoducs qui traversent la Syrie et qui arrivent à Latakia et à Tartous. Il y a le pétrole, la production a baissé. Mais c'est surtout le gaz. Il y aurait d'énormes ressources gazières en Syrie. Alors, par exemple, on a découvert récemment un petit gisement près de Homs, mais il y en aurait surtout le long des côtes syriennes. Donc ça, c'est un enjeu aussi, une concurrence... Comment vous voyez la reconstruction, si on peut déjà parler de reconstruction de la Syrie? Tout est à refaire, non seulement d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue humain.
Oui, je pense que ça sera difficile. Du point de vue matériel, c'est le plus facile, bien sûr. Par exemple, le président Trump a gelé, je crois, au département d'État 200 millions pour la reconstruction de dollars. Mais le problème, c'est d'arriver à faire vivre ces communautés différentes qui pourtant vivaient parfaitement du temps du régime dictatorial très répressif. Du père et du fils. Sans pour ça être nostalgique de l'époque d'Hafez el-Assad. Non, mais la question que je me pose tout de même, c'est très bien de faire partir le président actuel, mais a-t-on quelqu'un pour le remplacer? Alors justement, On fait tomber les dictateurs en Irak, en Syrie ou en Libye, mais on n'a rien pour remplacer. Voilà. Alors le président Macron, lorsqu'il est allé rencontrer le président Poutine le 24 mai, il lui a proposé de rapprocher les deux groupes pour la paix. Le groupe d'Astana et le small group où on a la France, les États-Unis. Le groupe d'Astana, c'est plutôt les Russes? Alors ce sont les Russes, les Iraniens et la Turquie. Et le small group, donc le petit groupe, ce sont les Américains, les Français et aussi quelques pays arabes. Donc que tout le monde finalement se mette autour d'une même table, si possible. Est-ce que Bachar el-Assad peut rester le président de la Syrie? Alors, bon, ce qu'il propose, c'est de les réunir autour de la table et de former un comité constitutionnel. Le président syrien aurait déjà accepté d'y participer pour écrire une nouvelle constitution et ensuite faire des élections sur la suite en faisant voter non seulement les Syriens de Syrie, mais tous les Syriens émigrés. Enfin, c'est ça le programme. Le programme politique. On va voir. Mais vous savez, toutes les conférences de paix ont échoué depuis la première conférence d'Astana. Et entre-temps, depuis 2011, il y a eu plus de 350 000 morts et 5 millions de Syriens qui sont réfugiés en dehors du pays, 6 millions à l'intérieur. Donc ça fait plus de 11 millions de réfugiés ou de déplacés, ce qui est absolument énorme pour un pays de moins de 30 millions d'habitants. Voilà, 18 millions d'habitants, c'est considérable. En tout cas, c'est un livre sur les identités, sur l'identité, sur l'amour aussi, sur l'amitié. Celle entre Fares, par exemple, vous avez parlé avec Adnan. Et là, il y a une expression que j'aime bien, c'est au début, c'est aussi, il faut peut-être apprendre, nous, ça, les Occidentaux, c'est le kiff, c'est-à-dire c'est la plénitude de l'instant. De l'instant, voilà. Qu'on retrouve dans votre livre. Puis c'est aussi un livre sur le destin, sur le fameux Mektoub. Enfin, c'est un livre passionnant. Donc, à travers cette histoire de Fares, c'est toute l'histoire de cette île d'Arwad, c'est toute l'histoire de la Syrie d'aujourd'hui et d'hier. Merci beaucoup, Josette Elahi. Merci à vous. Pour ce livre, donc, Arwad, une île syrienne à la dérive, c'est aux éditions Glyph. Merci d'être venu nous en parler dans le 64 minutes.